Est-ce qu'il faut faire tout ce que l'enfant dit et acheter tout ce qu'il veut? Quand et comment est-ce qu'on doit parler à nos enfants des sujets d'adultes? Moi et mon conjoint, on a des façons de faire différentes par rapport à l'éducation des enfants. Comment est-ce que l'on peut trouver un terrain d'entente? On a une autre question qui vient d'une mère. Mon mari fume et boit, et nos enfants le voient. Qu'est-ce que je peux faire? On lui a acheté le dernier téléphone, on lui a acheté ci, on lui a acheté ça, il n'a plus d'objectifs à atteindre ou de rêves à accomplir. Ce problème n'est pas celui de l'enfant, c'est le problème des parents. N'utilisez pas les mots pour éduquer les enfants. La chose la plus importante dans l'éducation des enfants, c'est le langage corporel, le langage comportemental. Le langage comportemental. Bienvenue encore une fois, frère Ahmed. Dans notre dernière vidéo, tu as répondu à nos questions sur l'éducation des enfants. On a appris des choses très importantes et on a eu de bons retours de la part de nos abonnés. Aujourd'hui, on va te poser des questions qu'on a reçues de la part de mères. On va commencer avec la première. Je n'arrive pas à être patiente lorsque mon enfant fait des bêtises. J'ai beaucoup de mal. Comment est-ce que l'on peut se retenir lorsque l'on est très en colère? Ce problème n'est pas celui de l'enfant, c'est le problème des parents. C'est le problème des parents qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions. On est venu dans ce monde pour que certaines personnes nous mettent en colère, certaines personnes nous rendront jaloux, certaines personnes nous rendront têtus et d'autres nous provoqueront. On va être éprouvé de cette manière, pas seulement nos enfants, mais aussi nos voisins, employés ou employeurs feront des choses qui nous mettront en colère de temps en temps. C'est pour ça que le verset du Coran dit qu'il faut maîtriser sa colère. Les parents ont un problème, ils doivent suivre un programme de maîtrise de soi pour gérer leurs émotions. S'ils ont des problèmes psychologiques, ils ont besoin d'un traitement, sinon de tels parents rendront leur enfant colérique. Parce qu'être patient dans l'éducation des enfants, ce n'est pas ça. Le père grince des dents et dit « Oh Allah, oh mon Seigneur, donne-moi la patience ». Ce n'est pas comme ça. Dans ce cas, tu transmets ta colère à l'enfant. C'est une question parentale. Ils ont peut-être des problèmes entre eux. Si les parents ne sont pas heureux, les choses ne se passeront pas bien. Les parents sont des modèles. Ils doivent montrer l'exemple à suivre en l'étant. Que peuvent apprendre à l'enfant des parents qui se disputent tous les jours? Comment est-ce qu'ils peuvent parler de prière? Comment est-ce que ces parents peuvent parler de religion, de valeurs religieuses et de patience? Les valeurs sont abstraites, il faut que les gens les rendent concrètes, les illustrent et les représentent dans leur vie, et ces personnes doivent être les parents. On voit cet exemple souvent, un enfant de 8 ans frappe son frère de 5 ans, il lui crie dessus et le frappe, le père arrive et gifle l'aîné. Il crie et dit « Pourquoi tu frappes ton frère? Ne le frappe pas !» Regarde, le père dit une chose avec sa bouche mais montre une autre chose avec ses actes. Il fait la même chose que l'aîné. Si tu poses la question au grand frère, il te dira que son frère s'est mal comporté. Si tu demandes au père, il te dira que le grand frère s'est mal comporté. C'est la même chose. Tu lui apprends les mauvais exemples en l'étant. Ibn Sina, que l'Occident connaît sous le nom d'Avicenne, dit « N'utilisez pas de mots dans l'éducation des enfants. La chose la plus importante dans l'éducation des enfants, c'est le langage du corps, le langage comportemental. » On essaye quelque chose? Je vais te demander un numéro, mais je ne veux pas que tu y penses. Tu dois répondre immédiatement. C'est combien ça? 2, Combien y a-t-il de doigts dans une main? 10, Combien y a-t-il de doigts dans une main? 5. Oui, tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Combien y a-t-il de doigts dans une main? Tu as dit 10, tu n'as pas écouté mes paroles. Tu as regardé mes mains. L'enfant regarde ce que vous faites, il ne regarde pas ce que vous dites. Vous pouvez en dire autant que vous voulez. Une main, mon fils, une main. Encore et encore. Mais vous avez levé les deux mains. Vous voulez instaurer des règles à la maison? Faites en sorte que le père suive les règles et faites en sorte que la mère suive aussi les règles. Soyez exemplaires et les enfants vous suivront dans tous les cas. Son cercle d'amis affecte beaucoup mon enfant. Quelles mesures dois-je prendre? Certaines mères et certains pères, oui, gardent l'enfant à la maison parce qu'ils pensent qu'il sera influencé par quelqu'un d'autre dehors dans le mauvais sens. Ils ne le laissent pas sortir, c'est une erreur. Cet enfant finira par sortir et verra la vraie vie à l'extérieur. Il devrait l'apprendre tôt, mais il n'y a rien de bon dehors. Oui, mais il n'y a rien de bon dehors pour les enfants de tout le monde. Mais vous finirez par envoyer l'enfant dans cet environnement. La situation ne s'améliorera pas à l'avenir. Vous pouvez autoriser l'enfant à sortir dans un environnement contrôlé, mais il faut bien sûr faire attention à comment il choisit ses amis. L'enfant peut être mal influencé par ses amis dehors. Il pourrait apprendre de mauvaises choses. Je vais le répéter, s'il y a un lien d'amour et de confiance entre vous et l'enfant viendra vous en parler et il vous informera. Si l'enfant ne peut pas vous dire ces choses par peur, alors ayez peur, parce que quand vous l'entendrez, il sera trop tard. S'il a des amis dangereux et un environnement dangereux et que vous dites ne va plus voir cet homme, cet enfant, cette femme, cette fille, en imposant des interdictions, vous lui ferez rencontrer cette personne encore plus. Vous devez trouver des alternatives. Essayez de trouver des environnements différents où il y a des enfants de sa tranche d'âge. Il faut y travailler. Essayez de lui trouver de bonnes fréquentations. Si vous avez déjà des valeurs de base et que votre enfant a accepté ces valeurs, alors il commencera immédiatement à remarquer les erreurs qu'il voit dans son environnement.
Il les rejettera de toute façon, il ne les acceptera pas, il viendra te le dire, maman, c'est une mauvaise personne, il se drogue. Vraiment mon fils? Oui, il faut faire très attention, et il répondra, bien sûr maman, je ne le reverrai plus. C'est ce qu'il te dira. S'il a un lien avec vous, si ses valeurs sont acquises, l'enfant s'enfuira lui-même. Parce que l'être humain rejette ce qui est contraire à sa nature. Est-ce qu'il faut faire tout ce que l'enfant dit et acheter tout ce qu'il veut? En tant que parent, on ne veut pas que nos enfants soient privés de quoi que ce soit. C'est absolument faux, je vais acheter tout ce que mon enfant veut, c'est bien ou c'est mal? C'est très mal. Laissez-moi vous donner le résultat, vous allez obtenir un enfant inassouviable. La plupart des enfants et des adultes qui consomment des drogues et de l'alcool ont été traités comme ça par le passé. Alors pensez-y, l'enfant n'a que 10 ans, mais on lui a tout donné, il a tout goûté. On lui a acheté le dernier téléphone, on lui a acheté ci, on lui a acheté ça, il n'a pas d'objectif à atteindre ni de rêve. Quand l'enfant les reçoit, il les utilise pendant 5 minutes et puis il en a marre. Il les jette sur le côté. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter beaucoup de jouets. L'enfant a besoin de parents, il a besoin de proches. C'est d'eux qu'il recevra l'amour. Il apprend juste à s'amuser avec les jouets. Mais quand il joue avec quelqu'un d'autre, alors le jeu commence à se transformer en communication. C'est autre chose. Le problème est qu'un enfant inassouvissable essaiera d'obtenir des choses qui lui procurent un grand plaisir. Il faut donc être modéré. On ne peut acheter quelque chose que si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, ne l'achète pas. C'est aussi simple que ça. Le petit insiste à 23h, va m'acheter un burger. Ne le fais pas. Où est-ce que je peux te trouver un burger à 7h de la nuit, fiston? Pas à 7h, c'est tout. Dites, on ne va pas le faire. D'accord, mon amour? Pas besoin de crier, il suffit d'être fixé sur sa position. Quel type de solution peut-on trouver s'il y a toujours des disputes et des conflits entre frères et sœurs? Les disputes et les conflits entre frères et sœurs sont un mécanisme de résolution qu'ils apprennent parce que les parents se disputent et ont des conflits entre eux, les enfants les imitent. C'est ce que je veux souligner. L'enfant fait ce que font les personnes qu'il admire. On est très heureux, on a une très bonne relation en tant que couple, en tant que parents, mais nos enfants se battent. C'est très peu probable. Mais si c'est vrai, c'est que c'est un enfant de télévision. Séries télévisées, films, ça veut dire que l'enfant a été laissé sans surveillance. Et inutile de préciser, une bonne mère et un bon père ne feront pas ça non plus. Il y a des pères qui ne se soucient pas de leurs enfants ou qui sont très sévères avec eux. Quelles méthodes peuvent utiliser les mères dans ce cas? Les deux sont dangereux, c'est-à-dire c'est dangereux si le père est dur ou indifférent. Qu'est-ce qui se cache derrière le manque d'attention du père? Il peut y avoir plusieurs raisons. Le père pourrait vouloir s'éloigner du foyer, il peut être accro au travail, il rentre peut-être tard à la maison ou il peut être en colère ou furieux. On doit savoir s'il y a un problème entre lui et la mère. Peut-être qu'il veut rester loin de la maison. Sinon, ça veut dire que c'est un père insensible. Quand tu as un conflit en tant que femme avec un père insensible, tu commences à le pousser dehors encore plus. Essaye de dire au père en utilisant un langage doux que l'enfant a besoin de lui. Si c'est possible, il devrait aller voir un consultant et se faire aider pour essayer de résoudre le problème à partir de là. Si c'est un père sévère, un père qui humilie et frappe l'enfant, s'il est d'une telle humeur, ça veut dire que le père a des problèmes psychologiques. S'il est en colère contre la mère, s'il a des problèmes avec la mère, ils doivent les résoudre. Si ça vient de la mère elle-même, par exemple, certaines femmes peuvent énerver leur mari avec leurs paroles. Elles devraient se poser des questions. Est-ce que c'est moi qui mets mon mari en colère? Est-ce qu'il est en colère contre moi? Est-ce qu'il essaie de me punir à travers mes enfants? Tu dois y penser. Si ce n'est pas le cas, si c'est un problème qui est propre au père, alors il faut s'assurer que le père soit soutenu. En cas de besoin, elle peut aussi demander à quelqu'un d'autre de lui parler, de se faire aider. Elle peut faire appel à un parent ou un ami plus âgé pour lui dire indirectement qu'il a besoin d'aide. Sinon, ça devient difficile pour la mère de faire face seule à la situation. Comment est-ce que l'on peut trouver une solution aux caprices et aux crises de colère de notre enfant? Comment est-ce que l'on doit s'y prendre lorsqu'ils essayent d'obtenir ce qu'ils veulent en pleurant? Voici la solution. Si les demandes de l'enfant ne sont pas vraiment des demandes naturelles, si l'enfant veut dominer, s'il pleure pour prendre le pouvoir, il n'y a généralement pas de larmes dans ses pleurs. L'enfant pleure, mais il n'y a pas de larmes. Si c'est le cas, si l'enfant pleure comme ça, la mère et le père doivent dire « Mon fils, tu pleures, mais tu nous déranges ici. Regarde, la chambre d'à côté est libre, vas-y. » Tu peux y pleurer autant que tu veux, dites-le clairement et d'un ton déterminé. Ne criez pas et ne vous énervez pas. Vous devez faire en sorte que l'enfant se dise « Mes pleurs ou mes gémissements ne vous affectent pas ». S'il frappe sa tête contre le sol ou contre les murs, vous pouvez simplement dire « Mon fils, regarde, la pièce d'à côté est plus adaptée ». On peut s'y cogner la tête plus facilement. « Va, je suis en train de parler avec ta mère ». Ne dites jamais « Mon enfant, s'il te plaît, arrête, tu pourrais te faire du mal ». Non.
C'est le but de l'enfant, il veut vous faire supplier. Dans ce cas, si vous êtes sûr que ce que fait l'enfant est une lutte de pouvoir, vous devez être insensible à ce moment-là. Laissez-le pleurer ou gémir, ne faites jamais ce qu'il dit. L'enfant finira par apprendre que cette méthode ne fonctionne pas. Il l'arrêtera de lui-même. Comment doivent s'y prendre les personnes qui vivent avec leur famille élargie pour éduquer les enfants? Après tout, il peut y avoir des individus qui peuvent donner le mauvais exemple. Oui, c'est une question très problématique. C'est très avantageux pour un enfant de vivre avec sa famille élargie. Permets-moi de le souligner, je n'y vois pas d'inconvénient. L'enfant développe un sentiment d'appartenance. Un enfant qui reçoit l'amour des tantes, des oncles, grand-mères et grands-pères et qui éprouve un sentiment d'appartenance par rapport à eux prend confiance en lui. Mais malheureusement, à l'époque où on vit, tout le monde se mêle de l'enfant. Puisque tout le monde se mêle à l'éducation de l'enfant, les parents perdent le contrôle et ne peuvent donner un bon exemple à leurs enfants. Donc ils commencent à développer un sentiment de colère et de rancune envers l'enfant. Tu es peut-être grand-père ou peut-être tante ou peut-être un oncle, mais n'oublie pas ceci, le guide de cet enfant est sa mère et son père. Respecte-les. Tu ne peux pas dire « il n'y a pas de problème s'il regarde la télé pendant 2 heures, n'exagère pas ». Non, tu ne peux pas faire ça. Si la mère ne veut pas que son enfant de 3 ans regarde la télévision, on ne peut pas gâter l'enfant et le laisser faire. Parce que l'enfant devient égoïste et manipulateur. Il va vers quiconque peut lui apporter quelque chose. Puis l'enfant se dit « grand-mère est très bien et grand-père est très bien, mais maman est mauvaise ». Tu commences à faire penser à cet enfant que sa mère est son ennemi. Cette fois, la mère menace l'enfant pour ne pas perdre le contrôle sur lui. Ne va pas voir ces gens, ne regarde pas la télé. L'enfant se fâche avec sa mère. Que l'on soit grand-père ou grand-mère, tu dois savoir que l'enfant est l'enfant de ses propres parents et qu'ils sont responsables de son éducation et que tu dois respecter leur style d'éducation. Si c'est mauvais, tu peux leur faire savoir de manière civilisée « Ma fille, tu fais ci ». Mon fils, tu fais ça. Je pense que tu devrais y repenser. Je pense que ce n'est pas très utile. Tu peux le dire comme ça. L'enfant peut être affecté par l'environnement. Aussi, dans ce genre d'environnement, les enfants peuvent être influencés de la mauvaise manière. Il peut y avoir de mauvais exemples. Il peut apprendre des gros mots dans la rue, à l'école. Il peut apprendre de mauvaises choses. Si l'enfant a un lien de confiance avec ses parents, il n'y a pas à avoir peur. Si le garçon a appris de mauvaises choses et qu'il est venu te le dire, mon ami s'est comporté comme ça, il a fait ceci et cela, si tu lui expliques avec amour que ce que son ami a fait est mal et que la bonne chose à faire était ceci, l'enfant va se détendre tout de suite. C'est aussi simple que ça. Tu auras cet impact sur l'enfant parce que tu as un lien avec lui. Mais si tu n'as pas de lien, ça ne servira à rien, même si tu le lui répètes toute la journée. Quand et comment est-ce que l'on doit parler à nos enfants des sujets d'adultes? Oui, c'est une question cruciale, une question sensible. Malheureusement, ils essayent de parler aux enfants des sujets d'adultes dans certains endroits comme les crèches. Ils essaient d'aborder le sujet pour leur en parler. Quand vous leur demandez pourquoi vous parlez de ça aux enfants, ils répondent pour satisfaire leur curiosité. Non, vous rendez l'enfant plus curieux. De plus, les portes des toilettes sont laissées ouvertes dans certaines crèches. Je le dis parce que je le sais. Ce n'est pas approprié. L'éducation à ce genre de sujet s'apprend en vivant. L'intimité du corps de l'enfant lui appartient. Si les enfants apprennent que leurs proches et même leurs parents ne peuvent pas toucher leur corps sans leur permission, alors ils peuvent se protéger de manière beaucoup plus sûre et mieux se comporter face aux attaques, interventions et abus à leur encontre. Ça, c'est un aspect de la question. L'autre, c'est celui-là. Lorsque l'enfant entre dans la période de l'adolescence, pas les parents, mais la mère peut aider la fille. Mais un cousin plus âgé ou un autre membre de la famille devrait en parler au garçon et non pas le père. La mère peut en parler à sa fille sur ce sujet, c'est pas grave. La fille peut s'asseoir avec la mère et parler de ces choses. Mais pour le garçon et la fille, s'il y a un grand frère, une grande sœur, un membre de la famille responsable et digne de confiance, ils sont mieux placés pour parler de ces choses. On ne pense pas qu'il soit approprié de parler de ces choses dans les lieux publics. Ils en parlent à l'école, en classe, et tous les enfants y participent. On ne trouve pas ça éthique et approprié. Moi et mon conjoint, on a des façons de faire différentes par rapport à l'éducation des enfants. Comment peut-on trouver un terrain d'entente? C'est difficile, ils auraient dû y penser avant de se marier, c'est ce qu'il faut prendre en compte quand on choisit son partenaire. Les jeunes ne prennent pas ça en compte au moment de choisir leur conjoint. J'envoie un message, j'envoie une photo, bonjour, bonne nuit, c'est ça qu'ils font. 2 personnes partent en voiture, l'une d'elles va à New York et l'autre va à Los Angeles. Comment c'est possible? Si je veux aller à New York, je dois voyager avec quelqu'un qui va à New York avec moi. Le mariage est un voyage, et vous voyagez vers la destination. Donc on ne peut pas aller vers 2 destinations en même temps. Donc, dans ce cas, celui qui aime le plus les enfants et établit plus de liens de confiance avec les enfants va essayer de leur inculquer ses propres valeurs. Par exemple, si l'un des conjoints est religieux et l'autre non, ils auront de sérieux problèmes. Ils sont tous les deux proches l'un de l'autre à cet égard. Et s'il y a des différences liées aux méthodes d'éducation des enfants uniquement, ils peuvent se faire aider par un consultant. Ils peuvent essayer de trouver un terrain d'entente en vérifiant et en lisant certains livres. Ou ils peuvent aller chercher des informations de base sur l'éducation des enfants auprès d'un consultant à qui ils font tous deux confiance et doivent agir sur ses conseils. Sinon, si leurs valeurs ou leurs croyances sont différentes entre eux, c'est malheureusement très difficile.
Celui qui réussit à se faire aimer par l'enfant le plus tirera l'enfant dans son sens. On a une autre question qui vient d'une mère. Mon mari fume et boit et nos enfants le voient. Qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, dans l'idéal, cette mère devrait essayer d'aider son mari à arrêter de fumer et de boire. Encore une fois, si ce problème existait déjà pendant le processus de mariage, alors elle aurait dû être plus attentive, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas dû épouser un alcoolique. Mais si elle dit « je me suis mariée, je m'en suis aperçu plus tard, je n'ai pas pu prendre mes précautions au début, les enfants ont déjà un certain âge », alors c'est différent. D'abord, on ne peut pas cacher ça longtemps, les enfants le remarqueront tôt ou tard. Si la mère a établi un lien d'amour et de confiance avec ses enfants, alors ils seront influencés par la mère et commenceront à intérioriser les valeurs de la mère. Lorsqu'ils entendent parler de la situation de leur père, la mère peut dire aux enfants des choses comme « c'est un problème, votre père est tombé dans cette situation, il n'arrive pas à la surmonter, donc on doit l'aider », sans rejeter toute la responsabilité sur le père. Elle peut dire « il a un traumatisme, malheureusement votre père est tombé dans cette situation pour telle ou telle raison, c'est pour ça que j'essaye de tolérer votre père, vous devriez essayer de le tolérer aussi ». Mais ce que fait ton père est mal. Elle peut gérer la relation jusqu'à un certain moment, mais ce sera très difficile. Les enfants finiront par être affectés par cette situation d'une manière ou d'une autre. En faisant ça, la mère ne peut que limiter cette influence. Qu'est-ce qu'on doit faire pour nos filles qui ne veulent pas porter le hijab? En fait, on a déjà mentionné la réponse. L'enfant voit une valeur chez quelqu'un qu'elle apprécie et valorise cette valeur. Si sa mère porte le hijab et que l'enfant aime sa mère, elle aimera tout ce qui est lié à sa mère. Il y a des tantes, etc. autour d'elle, mais elle commence à adopter les valeurs de sa mère en particulier. Mais bien sûr, c'est plus difficile dans notre époque parce que les filles, naturellement, sont plus disposées à montrer leur beauté que les garçons. Si vous ne mettez pas de pression sur l'enfant, si vous ne faites pas détester ça à l'enfant tant que l'enfant arrive à gérer ses propres émotions, lorsque le bon moment sera arrivé, elle le mettra elle-même. Mais certaines mères et certains pères obligent leurs filles à porter le hijab, surtout à un âge précoce. Ce genre de choses arrive souvent. Elle a arrêté de porter le hijab à 18 ans, elle a arrêté de porter le hijab à 14 ans. Je demande quand est-ce qu'elle a commencé à porter le hijab. On me répond quand elle avait 6, 7, 8 ans. Quand on le force à le mettre, l'enfant réagit. Essayez de préparer l'environnement et le contexte pour qu'elle le fasse avec amour, volontairement et en l'intériorisant. Je veux le redire, la façon de le faire dépend de l'établissement d'un lien de confiance et d'amour avec la personne qui le pratique. En bref, faites-les aimer le hijab. Ne les faites pas détester. Donnez de bonnes nouvelles, ne les effrayez pas. Mon enfant veut passer toute la journée devant les écrans. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux les protéger contre les contenus malsains? Comment je dois me comporter avec mon enfant qui est accro au jeu? Il y a beaucoup de réponses à cette question, mais je vais vous donner une réponse simple. Tout d'abord, ce siècle est le siècle de la technologie et cette génération est une génération de technologie. Regardons les choses en face. Si on était né à la même époque, on aurait été les mêmes. Si vous ne voulez pas que votre enfant devienne addict à Internet, vous devez trouver une alternative pour lui. Autrement dit, s'il y a une bonne relation entre les parents et les enfants dans la maison, si vous avez des jeux que vous aimez, si l'enfant est heureux avec vous, il passera beaucoup de temps avec vous. Mais si le père est dans son coin avec son téléphone et que la mère est dans son coin avec son téléphone, ils rendront les enfants encore plus addicts en faisant ça. Vous devez trouver une alternative. Forcément, il faut faire des jeux à l'intérieur de la maison. Il y a plein de jeux de société. Tapez dans le moteur de recherche, vous trouverez de nombreux jeux. Trouvez des alternatives. Comme ça, l'enfant ne sera pas attiré par la technologie. Frère Ahmed, merci beaucoup. Encore une fois, on a obtenu de très bonnes réponses. Qu'Allah soit satisfait de toi. À bientôt dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Je tiens à vous remercier encore une fois qu'Allah fasse de nos enfants une source de bonheur pour nous et nous pour nos enfants dans ce monde et dans l'au-delà. Le prophète dit ceci dans un hadith. Lorsqu'un être humain meurt, la récompense de tous ses actes se coupe, sauf pour 3 choses. Sadaqa Jariya, la charité continue, la connaissance dont on bénéficie et le bon enfant qui prie pour lui. Autrement dit, si vous parvenez à élever cet enfant comme un bon fils ou une bonne fille, ils continueront à vous envoyer des récompenses en faisant de bonnes choses. Même si vous décédez, on meurt en termes de péché, mais on est en quelque sorte toujours en vie pour ce qui est des bonnes actions. C'est une énorme opportunité. C'est pourquoi on doit prêter une attention particulière au développement émotionnel et religieux de nos enfants. Sinon, si on n'y prête pas attention, il y a une possibilité d'élever des individus qui, Allah nous en préserve, ne profiteront ni à eux-mêmes ni à nous dans l'au-delà et peuvent se faire du tort à eux-mêmes dans ce monde aussi.